un médecin, professeur de médecine et spécialiste de gériatrie. Alors la gériatrie, c'est une spécialité qui vise à s'occuper des personnes âgées malades. Et au cours de mon exercice professionnel, je me suis rendu compte que si l'on veut améliorer la qualité de vie, le confort de vie des personnes âgées, au-delà de la médecine, il fallait s'intéresser à tout ce qui concernait la personne âgée et le vieillissement. Évidemment, cet élargissement nous mène loin, nous mène dans l'économie, dans l'urbanisme, dans la géographie, dans quelquefois des réflexions un peu philosophiques. Et cet ensemble nous permet progressivement de regarder d'une manière différente ce que peut être le vieillissement. Le fruit de ces réflexions collectives avec les différents experts des différentes spécialités va vous être présenté dans cette courte vidéo permettant, je l'espère, de renouveler votre regard sur la personne âgée. Souvent, la personne âgée, celle que l'on connaît, c'est sa grand-mère, son grand-père, qui sont toujours là ou qui sont déjà partis et qui représentent pour nous l'image du vieillissement. Mais en fait, il faut, au-delà de ces images qui sont très personnelles, élargir notre regard à une partie de la population qui est importante. En effet, dans une quinzaine d'années, pratiquement 30% de la population aura plus de 60 ans. Il y aura énormément de personnes qui auront plus de 80 ans. Il y aura beaucoup de centenaires. Et toutes ces personnes sont après l'âge du travail, peuvent être d'une certaine manière concernées par les problèmes des personnes âgées, mais d'une autre manière en sont indépendantes. Ceux de 60, 70 ans sont en pleine forme, ont une activité sociale importante. Celles de 70, 80 ans conservent une place importante au sein de leur milieu familial. Celles de 80 ans, 90 ans sont très souvent autonomes dans 80% des cas et ont une activité régulière avec une petite relation sociale, parfois plus restreinte, mais toujours présente. Loin des images de dépendance, de maladie que l'on rencontre dans notre milieu professionnel. Pour ces personnes-là, un peu fragilisées par l'âge, mais toujours à domicile, toujours autonomes, est-ce que notre société est accueillante? Est-ce que notre société sait voir le bénéfice que l'on pourrait avoir à les mettre en valeur? Est-ce que nous mettons du prix au service des personnes âgées? Est-ce que finalement, notre qualité de soins, notre qualité de protection sociale, qui est une des causes de ce vieillissement réussi, est-ce que nous savons l'honorer finalement en honorant le fruit de cet effort collectif qui est un vieillissement réussi? Souvent, lorsqu'on est jeune et qu'on fait une formation professionnelle, entre travailler auprès des enfants et travailler auprès des personnes âgées, il semble beaucoup plus souriant, ouvert sur l'avenir, gai de s'occuper des enfants. Et souvent, les personnes âgées sont regardées comme des personnes tristes, malades et peu attirantes. En fait, tous ceux qui travaillent auprès des personnes âgées remarquent qu'il y a une qualité relationnelle, il y a une qualité affective, il y a une qualité tout simplement personnelle de relation qui nous enrichissent et qui également nous permettent de concevoir notre manière de travailler différemment. Alors oui, je pense qu'il faut qu'on renouvelle notre regard, qu'on ne s'arrête pas sur les habitudes prises d'un vieillissement maladie et qu'on sache regarder un vieillissement réussi qui, et c'est une grande chance, concerne la grande majorité des personnes âgées. Bonne séance de formation et j'espère que cette vidéo va vous donner plein d'idées pour construire un autre avenir avec les personnes de tous les âges.
Alors, en quelques mots et en quelques chiffres rapides, cette transition démographique qui marque une avancée en âge plutôt qu'un vieillissement de nos populations françaises et notamment dans l'ouest de la France et particulièrement dans les Pays de la Loire, c'est d'abord une situation très minoritaire et exceptionnelle de par le monde où un habitant sur 2 de la planète a moins de 30 ans et c'est 80% des habitants des pays les plus pauvres qui ont moins de 30 ans. Chez nous, effectivement, nous avons de 5 à 10% bientôt de personnes de plus de 80 ans et puis une augmentation qui va tendre vers les 25% des plus de 60 ans. Alors évidemment, ça change la place des uns et des autres dans la société, ça change aussi les relations entre les générations et notamment, fait nouveau et marquant, nous sommes une des principales sociétés au monde amenées à faire coexister 4 voire 5 générations, ce qui ne s'est jamais produit auparavant à cette échelle. La transition démographique pour les Pays de la Loire est à la fois une chance et un risque. La chance, on la connaît notamment sur le littoral vendéen, où un certain nombre de retraités vont finir leur jour et passer une retraite sur une côte atlantique très agréable. C'est une chance aussi parce que ça crée de l'emploi dans les métiers de l'aide à domicile, de l'aide aux personnes, de la relation d'aide, de l'accompagnement. C'est une chance aussi de vivre plus longtemps et surtout d'être vieux plus tard. C'est aussi cela qu'il faut entendre, c'est que quand on compare le taux de personnes âgées de plus de 60 ou de plus de 80 ans aujourd'hui, ces personnes ne sont pas aujourd'hui dans le même état de santé, de lucidité, de capacité à être actrice qu'elles l'étaient au même âge, voici 50 ou 100 ans. C'est aussi le risque d'une fin de vie avec une dépendance qui pourra être soulagée, là encore, si les moyens financiers le permettent et la politique sociale aussi, par un certain nombre de technologies qui nous garantissent de grands progrès. C'est aussi une chance que de penser une société à 5 générations avec des possibilités de transmission intergénérationnelle tout à fait nouvelles, sans doute une plus grande implication dans la mémoire, dans l'histoire, et puis une intelligence qui n'est pas gagnée, une intelligence on pourrait dire de la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire de ce que les plus jeunes peuvent régénérer chez les plus âgés des générations, et ce que les générations les plus anciennes peuvent apporter aux plus jeunes. Vous savez, le lundi après-midi, nous recevons à l'école Saint-Louis, les petits-enfants, et ils viennent me voir ici, et ceux qu'on a eus pendant plusieurs années le lundi après-midi, ils sont partis au collège maintenant, ils sont me dire au revoir, mais ils viennent me voir aussi maintenant. Ils continuent à venir nous voir. Et c'est bien la relation entre anciens et jeunes, des tout jeunes, comme ça, à l'école Saint-Louis. Et puis alors, une fois par an, nous nous occupons aussi, avec le collège de Thoiret, nous occupons pour les enfants, on a fait l'année dernière Haïti, pour s'occuper d'écoles pour les enfants, leur faire des petites cabanes, enfin tout. Et j'ai un ami qui s'occupe de ça, justement, et qui va partir 2 mois bénévolement avec tout ce qui est arrivé dernièrement. La proximité de l'école, on l'apprécie d'une façon très indirecte. Il y a une école voisine de primaire dont un certain nombre d'enfants ont choisi de venir tous les lundis passer 1 heure avec nous. Et ça, c'est formidable. Bon, ils nous apportent d'abord leur enfance et les relations qui se créent, c'est un peu comme avec nos arrière-petits-enfants, vous voyez. Ils ont l'âge de nos arrière-petits-enfants. Et vous voyez, là-bas, c'est leur souvenir du groupe qui venait l'année dernière. À leur dernière venue, c'était juste avant les vacances, c'était aussi la fête de la musique. Et notre chorale, car nous avons une chorale ici, notre chorale se présentait devant les résidents. C'était à la même heure, donc on ne pouvait pas les recevoir. J'ai dit, mais le mieux, c'est qu'on les invite. Et puis ce qui serait bien, c'est qu'ils chantent un petit morceau entre 2 des nôtres.
ne serait-ce qu'au clair de la lune. Ils ont chanté, on écrit sur les murs. Et ça a été formidable. Ils en ont été très émus, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est leur témoignage de ce qu'on a fait ensemble. De l'affection, oui, de l'affection qui en résulte. Voilà. Le principal intérêt, c'est de constater qu'on est, on est au début d'un basculement typologique. Quand je dis typologique, c'est peut-être pas tout à fait le mot adapté, mais sur le type de population, sur le type de personnes âgées qu'on va devoir accompagner. Et donc, on est là sur une mutation où probablement, en pourcentage, les populations urbaines, donc qu'est-ce que ça veut dire urbaine? Ça veut dire habituées à être connectées aux réseaux sociaux, connectées évidemment à l'Internet, connectées au réseau de transport en commun et connectées à la culture, vont s'impliquer différemment dans la société. Et donc, la question de l'évolution de la prise en charge, elle est typiquement dans l'outil qu'on connaît aujourd'hui de l'EHPAD. C'est quoi l'EHPAD de demain? Donc voilà, sujet tout à fait passionnant. Est-ce que l'EHPAD doit rester, comme il a tendance à le devenir, un lieu de fin de vie, ou on doit peut-être le repenser en termes urbains, architectural, comme un lieu de centralité de la vie, hein? Donc voilà, là on est vraiment sur cette évolution-là, on essaye de l'analyser, on essaye de voir des applicatifs qui touchent pas que l'EHPAD, qui touchent le logement bien sûr, puisque dans ce cadre de prise en charge, on va diffuser les types de prise en charge, enfin les différencier, et l'habitat est un vrai vecteur pour deux raisons. D'abord pour la continuité du vivre en collectivité. C'est la première raison. Plus la personne, on est capable de l'accompagner, qu'elle reste dans ses réseaux interrelationnels, c'est vraiment essentiel pour sa qualité propre. Mais on a un autre challenge et peut-être un autre correctif à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est préserver les liens intergénérationnels. Et donc là, l'urbanisme, le logement, la manière dont on va repenser les EHPAD sont des vrais sujets centraux. Et tous les métiers, évidemment, tous les métiers qui vont s'articuler dans tout ce qu'on peut imaginer là, c'est vraiment un champ immense. Il va y avoir beaucoup de choses à faire. Où est le quartier où est situé l'établissement est un quartier très riche en termes de mixité sociale, dans la mesure où il y a des écoles, il y a un centre de petite enfance, il y a un centre périscolaire et c'est dans un quartier résidentiel. Donc c'est vrai que la conception de l'établissement a été aussi faite pour favoriser ces échanges intergénérationnels et développer de réels partenariats avec ces écoles, ces centres, pour voilà, faire des rencontres entre la génération des personnes qui sont en établissement et les nouvelles générations, et voilà, de faire un échange qui peut être que valorisant et enrichissant aussi bien pour les plus jeunes que pour les plus anciens. Et l'établissement est également configuré de telle sorte qu'on a un boulodrome qui permet voilà, d'accueillir des gens de Thoiré, aussi bien le club de 3e âge que d'autres personnes voilà, qui veulent venir profiter de ce boulodrome. Et également, on a une salle communale qui est intégrée dans l'architecture de l'établissement, donc qui appartient à la mairie, à la municipalité, mais qui permet voilà, de faire de la vie, même si ce n'est pas des rencontres quotidiennes, mais ça fait de la vie. L'architecture de l'établissement est un réel atout pour nos résidents. Donc en tout cas, nous, ce qui nous a apparu central, et ce qui nous paraît central, entre autres, c'est, je dis entre autres parce qu'il y a beaucoup de sujets importants bien sûr, c'est la question du lieu de vie, du lieu d'habiter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour qu'on puisse faire un EHPAD qui offre des lieux d'intime, qui ne sont pas, qui permettent différents types d'appropriation, c'est-à-dire quand je dis ça, tout
tout simplement avec des mots simples, c'est qu'un lieu de vie dans lequel on a son espace chambre, son petit espace séjour, pourquoi pas une petite kitchenette, pourquoi pas une salle de bain sûrement, mais éclairée naturellement pour qu'enfin de temps en temps notre corps puisse être complètement sous la lumière naturelle. Donc on a développé cet enjeu-là, en tout cas pour ce projet-là. Et on a développé un pari qui était celui d'être capable de faire des chambres, ou plutôt des petits appartements, environ de 30 mètres carrés, en travaillant différentes typologies, c'est-à-dire que toutes les chambres ne sont pas du même format. Donc ça, c'est pour l'identification aussi. Quand on s'invite les uns chez les autres, on ne s'invite pas dans le même type de logement. Avec le comité de pilotage, on a travaillé cette question de la variabilité des espaces intimes. C'était le point central. Le deuxième point central, c'est la question de l'appropriation par le résident des espaces hors l'espace intime, c'est-à-dire comment on va de l'espace intime aux espaces privés, aux espaces publics, pardon, donc qui sont multiples. Il y a vous verrez, vous avez vu déjà, il y a différents types d'espaces qui sont mis à disposition, des espaces qui sont identifiés comme tels, c'est-à-dire des petits salons, des salons d'étage, des zones pour faire un peu de sport à l'étage, pour faire un peu de cuisine de manière collective, mais à l'échelle, ce que les résidents ici appellent du quartier, le quartier étant en fait un petit plateau d'étage. Première échelle, la deuxième échelle, elle est plutôt à l'échelle de l'établissement, où le choix de déambulation dans l'établissement permet un choix d'appropriation d'espaces qui viennent accompagner ce cheminement. C'est-à-dire que des espaces qui n'ont pas volontairement une destination affichée, mais qui sont justement, si je veux me mettre dans un endroit pour lire, il a comme celui-ci où nous nous trouvons, qui à l'origine était juste une circulation technique qui liait le bâtiment existant au futur bâtiment, c'est devenu, avec les échanges et la discussion et la compréhension des enjeux, un lieu où on vient, on se donne rendez-vous, on est face au jardin public, donc on est dans un endroit protégé tout en observant. Et vous savez à quel point, pour une personne âgée, c'est important d'observer de la vie, du mouvement. Par exemple, le Boulodrome, ou l'association de pétanque qui était présente sur le site avant nous, puisqu'il y avait un hangar, oui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, il y avait un hangar avec plusieurs pistes de pétanque. Et donc on a démoli ce hangar, mais on leur a mis la piste de pétanque au milieu du petit parc public, à l'intérieur de l'établissement. Donc c'est tout un ensemble d'espaces secondaires qui accompagnent le déplacement, qui font qu'on est évidemment dans un lieu de prise en charge, on ne se cache pas derrière notre petit doigt, mais c'est justement cette symbiose qui est pas forcément simple à faire entre un espace de soins où il y a besoin de prendre en charge de manière particulière chaque cas, chaque personne, qui évolue assez rapidement parfois, donc des évolutions dans la prise en charge, et en même temps un lieu qui est vraiment un lieu de vie, un lieu qui crée du désir, qui crée d'abord le désir de sortir de chez soi, c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est pour les riverains ou pour les citoyens de cette commune, ou pour ceux qui connaissent l'établissement, qui crée le désir réciproque, c'est d'y vivre. Alors, un certain nombre des retraités sont effectivement des actifs. On en trouve beaucoup dans les associations, un grand nombre aussi dans les conseils municipaux, mais aussi dans la vie politique, dans les conseils d'administration des entreprises, et puis un certain nombre aussi sans être investis ou impliqués en tant qu'acteurs ou citoyens, ou hommes politiques ou syndicalistes, le sont en tant que consommateurs, en tant qu'animateurs de clubs de loisirs. Ce sont aussi des gens qui voyagent beaucoup, qui font du sport, qui font de la chorale, qui ont des activités multiples, jusqu'à un certain âge. Et c'est vrai que c'est ce premier temps de la retraite qui est un temps, on pourrait dire, d'activité choisie, de temps libéré, de temps choisi, de temps décidé par soi-même et pour soi-même. Et puis effectivement, petit à petit, autour des 75 ou 80 ans, la dépendance commence à se faire jour et de ce fait, les retraités deviennent moins actifs progressivement.
Il y a fort longtemps, Jacques Messy avait publié un ouvrage intitulé « La personne âgée n'existe pas ». Et effectivement, son message était de dire qu'il n'y a pas une personne âgée, qu'il n'y a pas la personne âgée, et qu'il y a autant de personnes âgées que de sujets adultes, avec la variation de genre, de milieu, d'éducation, de problématiques. Mais évidemment, les dépendances liées aux déficiences physiques, corporelles et somatiques tendent à nous faire oublier toutes ces différences, toutes ces singularités, toute cette richesse, toute cette variété des personnes que l'on appelle les personnes âgées. De ce fait, le travail en EHPAD gagnera, si les moyens suivent, à permettre des projets qu'on appelle personnalisés ou individualisés, de sorte à s'adapter au plus près des besoins de chaque personne, qui sont très différents de l'une à l'autre. Alors, une autre dimension aussi, c'est qu'il faut être réaliste. À 85 ans, la majorité des personnes sont en bonne santé et ne sont pas dépendantes. Et nous confondons peut-être la dépendance et ce que les gens renvoient de leur dépendance. Une enquête, il y a 2 ou 3 ans, demandait à des personnes très âgées « Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la vieillesse ?» Et tout le monde disait « La dépendance. Plutôt mourir que d'être dépendant. » Et quand on leur demandait pourquoi, ce n'était pas tant la peur de souffrir, la peur de dépendre des autres, c'était la peur d'être déconsidéré, c'est-à-dire le fait de n'être plus qu'une charge pour leur environnement. Et une dame me disait « Je veux qu'on m'euthanasie plutôt que d'être dépendante. » Je lui dis « Mais c'est terrible ce que vous me dites. » Et elle me dit « C'est pas la dépendance qui me fait peur, c'est que je ne veux pas être une charge pour mes enfants. » Je lui dis « Mais vous pensez que vous serez une charge pour vos enfants ?» Elle me dit « Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que si je n'arrive plus à tenir le rôle qu'ils ont l'habitude de me voir, je vais me retrouver rejetée et toute seule. Donc je préfère prendre ma vie en main pour éviter d'être une charge. » Donc je crois que le vieillissement de la population, c'est un défi majeur à relever en termes de fraternité. Ça vient interroger notre société. Est-ce que nous croyons vraiment que la valeur d'un être humain se fait avant tout sur des apparences, des illusions de valeurs humaines, sur des valeurs en fin de compte de physique, des valeurs je dirais, d'hyperlibéralisme, non pas dans le sens politique, mais dans le sens qu'un être humain n'aurait de valeur qu'en fonction de sa valeur marchande. Et ce que viennent toutes nous dire nos personnes âgées, quand on prend le temps de les écouter, et ces personnes en particulier qui nous disent parfois « j'ai envie de mourir », quand on prend le temps de simplement s'intéresser à ce qu'elles nous disent sur leur envie de mourir, on entend très vite qu'elles n'ont pas envie de mourir. Alors c'est peut-être un dernier présupposé, c'est de croire que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue quand on est dépendant et quand on est alité. Et beaucoup de gens qui disent vouloir mourir, quand on les écoute, en fin de compte, elles crient leur envie de vivre, mais pas une envie de vivre en étant déconsidérée dans le regard d'autrui. Donc l'enjeu majeur, il est de considérer la personne dépendante au-delà de son apparence extérieure pour pouvoir voir qu'elle est objet de relation. Or, c'est ce dont nous, jeunes, nous manquons le plus aujourd'hui. C'est une relation à soi-même qui passe par une relation à autrui qui aille au-delà des apparences extérieures fondées sur la possession, fondées sur, je dirais, les valeurs du jeunisme, c'est-à-dire l'immédiateté, la performance, dont d'ailleurs souffrent les jeunes aussi, parce qu'ils ont le sentiment d'ailleurs de ne pas forcément trouver leur place dans une société qui valorise des valeurs jeunes. Donc il y a un enjeu qui dépasse la vieillesse, qui est simplement le statut de l'être humain quand il n'arrive pas à correspondre à l'image auquel il a cru qu'il devait correspondre durant toute sa vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'entrée en structure, ça va être de plus en plus des personnes fragiles, étant donné qu'on, voilà, notre politique, la politique aujourd'hui veut qu'on fasse du maintien à domicile coûte que coûte. Alors, d'accord ou pas d'accord, c'est pas le sujet, mais voilà. Donc, on a les entrées en structure, voilà, ça va être des gens de plus en plus fragiles. Et je dirais d'autant plus de recentrer le résident dans nos préoccupations, parce que ces personnes fragiles, on pourrait les laisser dans le logement toute la journée, faire comme si elles n'existaient pas. De toute façon, elles ne parlent pas, elles ne vous répondent pas. Donc voilà, on pourrait dire, bah voilà, elle est propre, on est content. Mais justement, moi, je dirais qu'à la limite, je vais porter encore plus d'importance à ces personnes. Et voilà, de pouvoir, là, on a un guitariste qui vient, il vient leur jouer de la musique.
Alors ça peut paraître rédhibitoire, hein, se dire pourquoi elle n'entend pas, elle n'ouvre pas les yeux, elle ne réagit pas. Mais ça, on ne sait pas. Et peut-être que ça lui fait du bien. Et peut-être que ce moment-là, cette personne, elle est moins agitée. Donc effectivement, de travailler autour de ces personnes fragiles, comme on peut travailler autour des personnes désorientées. Personne désorientée atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle est aussi fragile qu'une personne qui est dans son lit. Et il faut être très à l'écoute. Alors oui, elle ne se souvient pas, mais elle a plein de choses à nous apprendre, parce que ce qu'elle se souvient, c'est de ce qui s'est passé il y a 50 ans, que nous, on ne connaît pas. Et c'est super chouette de partager ces moments-là. Donc oui, c'est pas facile au quotidien, mais c'est chouette. Donc non, je pense que ces personnes-là, justement, elles ont besoin encore plus qu'on soit présent et encore plus vigilante face à cette vie sociale qui pourrait très vite déraper, parce qu'effectivement, hein, c'est la personne qui va vous dire on fait rien aujourd'hui, on va être obligé, voilà, mais elle aussi, elle a besoin. Donc ouais. Non, je pense que moi, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, on va être très, très proches. Et ces structures-là nous permettent ça aussi. Alors, on peut parler de choses qui fâchent, hein, effectivement, on n'a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de... Voilà, on aimerait que nos politiciens viennent passer une journée en structure, voir comment ça se passe, comment on court, comment... c'est bien beau de parler de bientraitance, d'humanitude, mais pour le faire, il faut du monde. Alors nous, on va le faire à notre hauteur, avec ce qu'on a, mais justement, ce qu'on a, c'est la passion de notre métier, et donc il faut garder ça, quoi. Ça ne pourront pas nous l'enlever, au moins. Une autre raison, sûrement, c'est que la vieillesse, par définition, c'est la dernière période de la vie. Et dans une société qui, pour différentes raisons positives d'ailleurs, a peur de vieillir, et parce que la vieillesse nous rappelle qu'un jour on va mourir, qu'un jour on va devoir se séparer. La vieillesse, la personne âgée nous rappelle un jour qu'un jour, les personnes que nous aimons vont nous quitter. Peut-être aussi que envisager la vieillesse comme une maladie, c'est s'accrocher à l'idée qu'il suffirait qu'il y ait un médicament qui pourrait nous guérir de la vieillesse. Et oublier que, malgré tout, la vieillesse est avant tout une aventure intérieure, c'est-à-dire plus notre corps décline, plus nous sommes obligés de plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir croître intérieurement. Non, je ne souhaite pas vieillir, j'ai pas envie. Pour tout vous dire, ma femme m'attend. On parle beaucoup actuellement de... On parlait de vie éternelle l'autre jour. Sur Terre, non, ça ne m'intéresse pas. Vieillir, mais comment vieillir? Dans quel état vieillir? De toute façon, on vieillit. Maintenir en vie, ce n'est pas suffisant. Il faut apprendre à vivre. Il faut apprendre à bien vieillir. Et si j'avais eu un mot à dire lors de ce fameux débat, c'est ça que j'aurais dit. Vieillir, oui, mais il faut apprendre à vieillir et savoir où on va. Donc dans la notion d'accompagnement, il y a la notion de cheminer avec, et pas seulement avec la personne qui va être porteuse de troubles ou de maladies, mais bien avec tout son environnement proche, son système familial, notamment quand il s'agit de personnes qui vivent à domicile. Et avant d'aller à l'hôpital, les personnes ou en maison de retraite sont quand même le plus longtemps à domicile. Et prendre en compte tout cet environnement, ça veut dire aussi accepter de ne pas avoir une vision de ce qui serait bon pour l'autre à partir de soi, mais bien essayer d'être attentif à ce que souhaite la personne pour elle-même, qui n'est pas forcément ce qui serait bon pour elle, mais c'est qu'elle désire, ce sont ses attentes, parfois des attentes contradictoires aussi autour d'elle avec son entourage familial, parfois des conflits dans la famille aussi. Donc accompagner tout cet ensemble pour une prise en compte, on va dire respectueuse de ce que chacun va avoir à vivre ensemble. Madame Branticourt, elle me disait, Odette, qu'est-ce
qu'est-ce qui te manque depuis que tu es partie? J'ai dit, il me manque, c'est de ne pas recevoir. Avant, c'était quand même petit, tandis que là, bon, ben, on peut se mettre autour de la table. Comme demain, c'est mon anniversaire, je vais avoir tout un tas de monde autour de ma table, je vais mettre la rallonge, et là, je vais être heureuse. Comme je vous l'ai expliqué, nous avons eu la chance, quand nous sommes entrés à deux, de bénéficier de 2 chambres communicantes. Alors, il était, enfin, les personnes qui ont procédé à l'aménagement ont mis un lit dans chaque chambre. On a commencé par passer mon lit dans l'autre chambre, parce qu'on a toujours couché dans la même chambre, et puis l'autre nous servait de petit salon. Et c'était très bien, c'était très sympathique. Voilà. Une fois que j'ai été célibataire, bien sûr, on m'a demandé de choisir une chambre. Alors, ma fille, qui habite Touareg, a dit à la responsable d'établissement, donnez-lui une chambre au soleil, papa vous le demandera pas. Et on m'a donné une chambre au soleil. Vous aurez peut-être l'occasion de la voir demain, avec une grande terrasse. Le soleil n'est pas d'ailleurs sans inconvénient, parce que quand il brille toute la journée, la température dans la chambre monte à 30 degrés. Bon, il faut faire un peu attention. Voilà. Alors c'est important d'aider les aidants parce qu'ils sont un élément indispensable à la prise en charge. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va mettre en place des services à domicile, les services à domicile vont venir 1 heure, 2 heures, 1 fois, 2 fois dans la journée, et tout le reste du temps, c'est l'aidant familial qui est en première ligne. C'est souvent lui qui fait le choix d'ouvrir ou pas la porte du domicile et de mettre en place les services, donc c'est important que lui soit convaincu du besoin des services, parce que sinon il va avoir tendance à les mettre en échec. Donc à faire à la place de l'aide à domicile avant qu'elle arrive, à vouloir faire la toilette du proche à la place de l'infirmière, et à avoir du mal à laisser la place aux professionnels. Il y a aussi chez les aidants un fort risque d'épuisement, puisque mobilisés 24 heures sur 24, souvent dans des pathologies où on peut aussi confondre le jour et la nuit, mais ça veut dire que l'aidant il ne dort plus, que son proche se repose la journée mais que lui il s'affaire dans le quotidien, que la nuit il ne dort pas et que très vite il peut s'épuiser. Donc du coup c'est important de s'occuper de l'aidant pour qu'il puisse accompagner son proche le plus longtemps possible, qu'il ne se néglige pas lui-même et que le couple puisse être accompagné simultanément. Je pense qu'il faut considérer le couple aidant aider, et pas seulement les besoins de la personne accompagnée, mais bien de considérer qu'effectivement les solutions à proposer doivent être bénéfiques pour les 2 membres du couple aidant aider, et puis ne pas hésiter à répéter, à être pédagogue, à reproposer des choses, même si elles ont été difficiles, elles sont difficiles à entendre pour les aidants. On voit bien que la répétition sur le fait de vous aurez besoin à un moment donné d'être accompagné, d'aborder régulièrement la question de l'EHPAD, qui peut être effectivement une solution on va dire plutôt de fin de parcours, mais qui en tout cas ne doit pas être occultée dès le départ, puisque on sait que dans les évolutions de ces maladies-là, malheureusement souvent l'EHPAD est la solution quand on n'en peut plus et qu'on n'a plus d'autres solutions. Et on sait aussi que si c'est quelque chose qui est travailler, concerter dans le couple, ça se passe souvent mieux que si c'est dans une situation d'urgence et de crise et où du coup ça devient forcément tout de suite plus compliqué. Donc c'est de ne pas hésiter effectivement à être très pédagogue avec l'aidant et à le prendre en considération et à aussi entendre sa difficulté et éventuellement sa souffrance. La prévention en gériatrie, c'est quand même quelque chose de nouveau. D'abord, on a des personnes âgées que depuis la canicule dans ce pays, donc c'est quelque chose de nouveau finalement, la prise en charge des personnes âgées. Bon, les entrées mises à part, on n'a jamais vécu aussi longtemps et aussi bien dans nos pays riches. Donc la prévention, c'est quelque chose de nouveau. Donc les professionnels la connaissent finalement, en savent un petit peu quelque chose.
parce qu'on a tous entendu parler qu'il faut manger 5 légumes et fruits par jour, qu'il faut s'hydrater, qu'il faut faire de l'activité physique. Mais tous ces bons messages de prévention, on ne pense pas forcément à les adapter, à les donner à des personnes âgées. On dit, non, vous êtes âgé, donc vous n'allez pas faire du sport, parce que tout de suite on pense sport, on pense crise cardiaque, risque inconsidéré. Or, toute activité physique est possible à tout âge, et encore faut-il que cette activité physique soit adaptée. Donc les messages de prévention, il faut non seulement les connaître, mais il faut savoir également qu'ils peuvent être donnés à tout âge. Mais c'est également une politique de prévention descendante qui d'ailleurs est déclinée dans la nouvelle loi d'adaptation de la société au vieillissement. Il y a toute une déclinaison de ce que doivent effectuer comme révolution finalement et les établissements en accueillant certes des personnes âgées plus dépendantes qu'auparavant, mais également en mutualisant certains de leurs services vers l'extérieur. Donc il y a une vraie volonté du politique de faire ouvrir ces anciennes maisons de retraite au grand public, et de manière à ce que tout le monde puisse en profiter d'ailleurs, parce que les professionnels s'épuiseront moins à prendre en charge de la grande dépendance s'ils ont un petit peu une bouffée d'air, hein, j'ai envie de dire, avec des personnes âgées moins dépendantes qui pourront accéder à certains des services proposés dans la maison de retraite. L'espace de restauration, le temps d'animation, le temps d'activité physique adaptée éventuellement, des conférences sur l'éthique, pourquoi pas, des temps qui seront mutualisés entre l'intérieur de la maison de retraite et l'extérieur, la commune, voire les professionnels des maisons de retraite avoisinantes, ou des futures résidences autonomie qui accueilleront demain des personnes âgées moins dépendantes, mais qui pourront tout à fait aussi bénéficier de ce genre de service. Donc il y a une vraie volonté descendante que justement la personne ne soit plus toute seule, mais soit bien intégrée dans un réseau, dans un réseau de prise en charge, d'hébergement, mais également d'animation, également de système de prévention, un système, tout ce qu'on appelle le parcours de soins actuellement, qu'il y ait toute une continuité entre l'hôpital, le médico-social, le social, et que finalement il n'y ait plus ces ruptures d'entrée en maison de retraite, qui est un vrai traumatisme actuellement, hein, donc c'est plus brandi comme une menace que comme une solution à proprement parler. Mais l'hospitalisation est également un traumatisme et parfois une menace. Donc toutes ces ruptures ces fractures doivent être comblées et ce parcours un petit peu lissé. Et ça n'est qu'en faisant connaître les professionnels, les faisant se connaître, se reconnaître, savoir où sont leurs limites d'intervention et leur territoire d'intervention, qu'on pourra justement offrir à la personne âgée un parcours beaucoup plus fluide. Alors, pour connaître le réseau, il y a différents outils qui existent. Donc pour les professionnels, l'Agence nationale de santé a mis en place un répertoire des ressources qui recense l'ensemble des structures, services qui s'adressent aux personnes âgées. Donc du coup, on peut retrouver les différentes offres de répit. Il y a aussi sur les territoires donc, les CLIC, les centres locaux d'information et de coordination, qui sont des lieux précieux d'information et qui ont souvent des guides ou des répertoires qui recensent l'ensemble de l'offre. Et puis après, sur les services qu'on connaît moins bien, c'est pas hésiter à aller en rendez-vous individuel pour comprendre, solliciter au bon moment et se rencontrer, puisqu'en fait, le réseau, il fonctionne si on se voit aussi de visu et pas seulement à travers de la documentation. Donc il faut un petit peu, je dirais,
prendre son bâton de pèlerin et puis aller rencontrer les différents interlocuteurs et se faire son propre réseau professionnel, puisque d'un territoire à l'autre, les services ne vont pas être tout à fait les mêmes. Et donc du coup, il faut régulièrement mettre ses tablettes à jour, puisque les services évoluent et il peut y avoir des nouveaux services qui se créent. Par contre, sur le logement, il y a une réalité qui est simple, c'est l'intérêt économique du sujet. Je vois des promoteurs qui n'ont aujourd'hui qu'une envie, c'est d'abord de vendre leurs produits. Et donc, c'est très simple, ils savent très bien que pour vendre leurs produits, il faut le rendre attrayant. Pour le rendre attrayant, il y a un certain nombre de vecteurs divers. Et ceux dont on vient de parler sont des vecteurs de désir. Voilà. S'imaginer bien vieillir en collectivité, c'est un vrai sujet de vente, quoi, hein, clairement. Voilà. Par exemple, s'imaginer avoir une forme entre guillemets de modeste autarcie sur la capacité ensemble de cultiver des légumes sur le toit, sur les terrasses, il y a des tas de solutions que d'autres pays ont bien expérimenté bien avant nous et qui ne sont pas là des utopies. Il y a beaucoup de projets maintenant qui sortent comme ça. Et donc on voit bien que c'est d'abord, et c'est ça qui prend le dessus, c'est pas simplement fournir une cellule de logement, c'est donner une capacité d'habiter, d'évoluer dans son habitat de plein de manières, pour une famille comme pour une personne âgée, et de vivre ensemble, d'être protégé par la communauté. Les représentations négatives, elles ont cours dans le discours commun, dans le discours politique, dans le discours médiatique, dans le discours que les personnes âgées tiennent elles-mêmes sur elles-mêmes en se dépréciant, par exemple. Alors, j'ai été marquée par Paulette Guinchard, qui était secrétaire d'État aux personnes âgées du gouvernement Jospin, et qui, en 1999, a remis un rapport intitulé « Vieillir en 2000 en France », et elle formulait un vœu qui était le suivant: faire en sorte que la société puisse changer son regard sur la vieillesse et les vieilles personnes, les vieux, et c'est pas péjoratif en utilisant ce terme. Et je pense que c'est un vœu qui n'est pas une utopie, ou alors au sens de Victor Hugo, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. L'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain, parce que peut-être qu'à force de ramer fort pendant longtemps, de plus en plus nombreux, contre le courant effectivement des représentations négatives, va nous permettre d'arriver à un point peut-être d'infléchissement et peut-être d'envisager des représentations positives. Alors nous en sommes tous les acteurs de ce changement de représentation. Ces représentations sont en train de changer, en tout cas pas gagnées, dans le sens où il faut que chacun d'entre nous puissions prendre conscience de la responsabilité qui est la nôtre pour éviter effectivement de faire le lit de ces représentations négatives et d'avoir la capacité de promouvoir une société inclusive. Les enjeux des relations intergénérationnelles ne sont pas minces. D'un côté, tout le monde y aspire plus ou moins. On observe que les solidarités intergénérationnelles au sein des familles fonctionnent plutôt fortement. De l'autre côté, les évolutions culturelles, technologiques, les effets de mode, etc., les évolutions des mœurs vont très très vite et tendent à séparer, à scinder les générations les unes avec les autres. Donc il y a à la fois une chance à saisir, mais une difficulté ou un défi à relever. Comment mieux se comprendre, mieux articuler des cultures générationnelles qui tendent à être relativement clivées, mais clivées aussi en termes de classe sociale, ce qu'on oublie un peu trop souvent quand on parle d'âge de la vie, de vieillesse ou de jeunesse, c'est qu'à l'intérieur de chaque classe d'âge, il y a aussi des classes sociales qui produisent des cultures, des modes de vie, des convictions, des croyances, des façons d'être tout à fait différentes. Donc sûrement une chance, mais aussi un défi à relever qui n'est pas mince. Alors à quoi ça sert le grand âge ? Ça sert peut-être à se rappeler tout d'abord
que nous ne sommes pas nos apparences sociales, nous ne sommes pas nos apparences extérieures, que nos fragilités ne sont pas notre ennemi. Et dans une période qui valorise l'avoir, la performance et l'autonomie, enfin l'individualisme qu'on confond avec l'autonomie, comme des gages de bonheur, la vieillesse peut nous rappeler aussi que ce n'est pas ça qui rend heureux. Le nombre d'acteurs, Michel Delpech le raconte très bien, qu'il était au sommet de sa gloire, il est tombé dans une dépression profonde où il a failli terminer sa vie en psychiatrie, et il raconte très bien que ce n'est pas l'argent, l'indépendance, les apparences extérieures, le plaisir immédiat qui crée le bonheur. Et il le dit très bien que c'est peut-être d'autres valeurs, et c'est triste, c'est la dépression qui l'a amené à découvrir sa richesse intérieure. Et je crois qu'à ce niveau-là, la vieillesse est une vraie chance. Parce que beaucoup de gens âgés qui ont pu être un peu accompagnés, c'est-à-dire qui ne se sont pas retrouvés exclus, déconsidérés du fait des pertes physiologiques, découvrent que leur valeur est beaucoup plus grande que ce qu'elles croient que la vie leur dit d'elle-même. Un projet réussi, c'est un projet nécessairement, voilà, un architecte, un maître d'ouvrage. Et quand on parle de maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage c'est le client, c'est le commanditaire. Dans ce type de programme-là, bien évidemment, et on le fait dans les projets de santé plus classiques hospitaliers, mais on a à le faire et on le fait également dans des projets, c'est de faire intervenir les utilisateurs, le personnel, qui est aussi à prendre en compte dans le cadre de l'élaboration des projets, parce que le résident, bien évidemment, c'est le centre du projet, mais effectivement, le personnel, c'est aussi un élément important dans l'ergonomie des locaux qu'on peut apporter, etc. Et dans ce registre-là, c'est effectivement écouter les utilisateurs, écouter sans doute aussi les aidants, puisque voilà, c'est aussi une catégorie de personnes qui rentrent et qui vivent une partie aussi de ces établissements-là. Et puis, un troisième volet qui aujourd'hui, je pense, est peut-être assez peu écouté, mais je pense qu'il faut qu'on fasse intervenir, c'est aussi la personne âgée elle-même. Alors, dans la mesure où elle est bien évidemment encore en capacité d'exprimer des souhaits, des besoins, comment on aurait envie d'être accueilli dans ces établissements-là, je pense que ça peut faire évoluer aussi notablement les choses. Alors c'est important d'aider les aidants parce qu'effectivement il y a un risque d'épuisement par l'accompagnement au quotidien de son proche et qu'on sait que l'aidant a tendance du coup, du fait de sa mobilisation auprès de son proche au quotidien, à délaisser sa propre santé, donc à ne pas faire les bilans réguliers et parfois malheureusement à développer des pathologies comme des cancers diagnostiqués tardivement qui induisent le décès de l'aidant avant le proche malade et des difficultés pour les services à accompagner dans l'urgence des situations. Donc c'est important d'aider l'aidant pour prévenir l'épuisement et permettre le parcours dans la durée du couple aidant aidé. Il y a une étude qui vient de sortir qui montrait que les personnes âgées, donc les papy-boomers, connaissent extrêmement bien toute la prévention à mettre en œuvre pour bien vieillir. Ils la connaissent. Qu'ils aient envie de la mettre en œuvre est une autre question. Probablement, on a affaire à une génération de rebelles, c'est 68 ans, hein, donc a priori ils savent ce qu'il faut faire, mais ils vont peut-être pas forcément le mettre en œuvre. Nous, notre message de prévention, notre devoir de professionnel, c'est de répéter ces messages de prévention, un petit peu voilà, à la manière des publicités qui passent, voilà, manger, bouger, de façon un petit peu subliminale, essayer de faire rentrer ce message dans leur subconscient, mais ils l'ont déjà. Après, la motivation, en prévention, ça dépend de beaucoup de choses. Il faut que la personne reste maîtresse de ses choix jusqu'à la fin, et même en ce qui concerne la prévention. Moi, j'ai pas envie qu'on vienne me dire vous arrêtez de fumer, vous arrêtez de boire. J'ai pas dit que je fumais et que je buvais, mais voilà, peut-être que quand j'aurai 80 ans, eh ben, j'aurais peut-être envie de me mettre à fumer et à boire, et peut-être que je serais très contente de fumer ma petite cigarette le soir et de boire mon petit verre de vin avec mes petits-enfants.
ceux qui sont majeurs bien entendu, mais c'est mon choix et j'ai envie qu'on respecte ce choix. J'ai envie et que le gérontopôle justement soit le leader d'opinion en ce sens, que à tout instant on me demande mon avis sur ce que je veux faire de cette vie qui me reste. Et je ne sais pas combien il me reste à vivre, mais vous non plus. Personne ne le sait. Et dans ce cas, j'ai envie de pouvoir continuer à faire mes choix le plus longtemps possible. Même si je perds peut-être un peu la tête, et même si je n'ai pas toute la mobilité que je souhaiterais avoir. Il est important que, à tout instant, le projet de vie de la personne âgée à tout âge, soit réinterrogé par ses proches, qu'ils soient proches aidants proches ou aidants professionnels. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tous ces professionnels de tout ce réseau gérontologique partagent vraiment intimement.